avant de dire quelque chose sur le budget primitif de Précy. Mais d'abord, je pense qu'il faut quand même un peu de clarté sur les concepts de développement durable et de budget vert. En réalité, il faut parler, soit on veut parler des politiques publiques précises sur la transition écologique et sur lequel donc on donne globalement à voir sur tous les aspects de la transition écologique quels sont les investissements et quels sont les budgets de fonctionnement qui sont constatés. Après, évidemment, le concept de développement durable qui a été inventé il y a bien longtemps, évidemment, j'ai envie de dire, c'est un peu le truc fourre-tout. Et par exemple, si on prend, dans laquelle évidemment la question, un département comme les Hauts-de-Seine, au-delà du conseil départemental, mais dans lequel évidemment le conseil départemental a un rôle important, pas seulement, mais avec l'ensemble des maires qui sont dans la même sensibilité, ne pourra jamais être un département durable au regard des politiques de solidarité qui sont menées dans ce département. Quand parce qu'évidemment, il faut parler avec des critères précis. Par exemple, un qui aujourd'hui, à mon avis, traduit bien ce qu'on est. Le taux de population sous le seuil de pauvreté qui vit dans les villes et les départements. Ça ne change pas en fonction de celui qui mesure. C'est un taux pour tout le monde, le même. 10% à peu près pour le département des Hauts-de-Seine, 14% pour la région Île-de-France, 17% pour la métropole du Grand Paris. C'est-à-dire que le département des Hauts-de-Seine est complètement en décalage par rapport à ce qu'est la métropole du Grand Paris. Et donc ça montre qu'un département comme celui-là ne pourra jamais prétendre au développement durable. C'est une histoire de pipeau qui est racontée, mais qui masque le fait qu'en réalité, ce département et ses maires sont arc-boutés pour absolument faire en sorte qu'on ne soit pas dans une vision solidaire de la métropole du Grand Paris. Et ça, c'est une question qui est, à mon avis, fondamentale. Deuxième remarque sur les centres de santé. D'abord, pour Nanterre, ce n'était pas une nouveauté. C'est la reconstruction d'un centre de santé qui existe à Nanterre depuis un peu avant-guerre et puis beaucoup depuis la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, ce n'est pas étonnant que Nanterre soit en avance sur cette question-là, puisqu'il fut un temps où vous et vos amis nous critiquaient de collectivistes lorsque nous développions des centres de santé municipaux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la plupart des centres de santé municipaux à l'échelle de la France se trouvent dans des villes historiquement ou qui ont été à gauche et pas ailleurs. Vous étiez les uns et les autres tous enfermés dans l'idée d'une médecine libérale, alors que nous pensions qu'il fallait forcément des centres de santé pour corriger des inégalités d'accès aux soins et à la santé. D'ailleurs, ça nous a valu un recours devant les tribunaux de la part de l'association des dentistes, qui contestait le fait qu'on puisse ouvrir des cabinets dentaires dans des centres de santé municipaux. Il y a d'ailleurs une jurisprudence dentaire qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir, d'ailleurs pas que des cabinets de dentistes, mais y compris des activités dès lors que le marché ne répond pas à la demande, justement grâce à cette jurisprudence. Et puis enfin, troisième chose, mais sur jeunesse, il me semble qu'il existait une direction jeunesse au département des Hauts-de-Seine il y a quelques années, mais que l'ancien président l'avait supprimé. Donc bon, on essaye de revenir finalement à quelque chose qui semble nécessaire. Alors, évidemment, je vous ai entendu les uns et les autres sur la fiscalité sur les entreprises. Et ce rapport qui déplore, à juste raison, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises proposée par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2023 et approuvée par le Parlement à l'automne dernier. Mais à l'Assemblée nationale, cette suppression a pourtant bénéficié du soutien inconditionnel, voire enthousiaste des députés les Républicains. Au Sénat, Madame Christine Lavarde, une sénatrice que vous connaissez bien, et particulièrement notre cher collègue Pierre Christophe,
qui s'exprimait au nom du groupe LR, indique, je cite, « Sur ce point, nous sommes d'accord avec le gouvernement, regrettant non pas le fond de cette réforme, mais son caractère trop rapide et pas suffisamment concerté. » Et puis Philippe Dominati, sénateur LR de Paris, a pour sa part tenu à féliciter le gouvernement, je cite, « d'avoir tenu un engagement à l'égard du monde économique et des entreprises en baissant les impôts de production. » Voilà. Le rapport donc, que nous examinons regrette, je cite, la dévitalisation démocratique qu'entraîne cette suppression, mais pourtant ce sont bien vos amis de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont permis son adoption. Et ce n'est pas surprenant, parce que pour cause, elle s'inscrit tout à fait dans l'ADN idéologique de la droite, pour laquelle les entreprises paient toujours trop d'impôts. La suppression de la CVE rejoint ainsi les innombrables aides aux entreprises, niches fiscales, niches sociales, subventions, sur lesquelles se sont penchés les chercheurs de l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. En 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire et le quoi qu'il en coûte, et puis son prolongement, ces aides définies comme des transferts de richesses vers les entreprises sans contrepartie se montaient à 205 milliards d'euros par an, soit près de 8,5% du PIB, contre à peine 2,6% en 1979. Cette politique d'assistanat aux entreprises, c'est bien la droite qui la porte depuis 20 ans, certes avec le soutien des socialistes, mais c'était avant la NUPES, qui lui ont donné une nouvelle impulsion lorsque Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie et qui l'ont poursuivi sous le mandat de François Hollande. Ces transferts, elles ne sont pas neutres, loin s'en faut, puisqu'elles sont financées par une hausse conséquente de la fiscalité des ménages, par de la dette, comme mon ami Éric Berdoati fustige parfois à juste titre, et par une détérioration des services publics. Les montants en jeu, accessoirement, relativisent le déficit prévisionnel de notre système de retraite, qui est, selon les prévisions du corps, de 10 fois moindre. Les sujets sont liés puisque, comme pour la suppression de la CVE, la réforme des retraites voulue par le gouvernement ne passera pas sans le soutien des parlementaires de droite, je veux dire des autres parlementaires de droite, ceux de LR. Pour notre part, nous considérons que les impôts dits de production reflètent, ou plutôt reflétaient, la contribution et l'implication des entreprises au devenir des territoires sur lesquels elles sont implantées. Alors, certes, et vous l'avez dit, l'État va compenser cette suppression de la CVE, mais d'une part, les départements et le bloc communal et intercommunal, puisque la CVE était l'impôt important pour les intercommunalités, vont perdre le dynamisme de cette contribution, et d'autre part, les effets économiques de cette générosité restent à démontrer. Le gouvernement aurait été mieux inspiré, me semble-t-il, de maintenir la CVAE et de financer aux collectivités locales, toutes les collectivités locales, des investissements d'un montant peut-être un peu moindre, mais en tout cas s'en rapprochant. Concernant la partie des dépenses de ces orientations budgétaires, c'est-à-dire, pour rester sur la même thématique, les services publics qui incombent aux départements. Il s'agit d'un budget en tout point conforme au précédent, un budget indéniablement rigoureux d'un point de vue comptable, mais qui manque singulièrement d'ambition politique, eu égard à la fois à l'urgence de la situation sociale comme climatique et aux moyens dont dispose ce département. Ainsi, il est prévu au niveau du DOM une augmentation très modérée des différents postes budgétaires. Pourtant, parmi ces augmentations, quelques baisses, évidemment, posent question. Pour introduire le chapitre consacré au soutien au public fragile, le rapport indique que le département agit pour permettre aux familles en difficulté
de faire face aux conséquences de la hausse des prix des denrées alimentaires et des matières premières. Mais dans les faits, le budget consacré au dispositif d'aide à la destination des ménages en difficulté et au public fragilisé est plutôt légèrement orienté à la baisse par rapport au budget primitif 2022, sur des volumes assez faibles au demeurant, 13 millions au DOP 2023 contre 13,6 en BP 2022, soit moins 4,41%. Même baisse constatée sur le soutien à la parentalité, 4 millions au DOP 2023 contre 4,3 au BP 2022, moins 5,74. Et le parcours petite enfance, ça dit tout à l'heure, 23 millions au DOP 2023 contre 24,4 au BP 2022, donc moins 6,98%. L'an dernier, à la même époque, je me suis contenté de signaler ces quelques baisses et je m'en suis tenu là. Mais cette année, le contexte a changé avec une inflation à 5,2 constatée par l'INSEE en 2022. Si on retranche cette inflation aux augmentations annoncées dans le budget pour 2023, c'est-à-dire si on raisonne en euros constants, quasiment tous les postes sont en négatif. En gros, les augmentations de budget prévues en 2023 ne couvriront pas, pour la plupart des postes, l'inflation constatée en 2022 et pas non plus, a fortiori, celle attendue en 2023 et qui devrait rester à un niveau similaire. D'ailleurs, de ce point de vue, il faut regarder de près ce qui se passe pour toutes ces grandes actions sociales qui sont souvent portées par des associations dont l'essentiel des dépenses sont des dépenses de salaire et qui parfois paient leurs locaux et donc paient les charges et pour lesquels, évidemment, le maintien des niveaux de subvention peut en réalité entraîner sur des masses relativement importantes des dégradations très importantes. Au bout du compte, ce qui reste de ces orientations budgétaires pour 2023, une fois retranché l'inflation, c'est un cruel manque d'ambition politique, un manque d'ambition notamment pour remettre en ordre de marche les services sociaux du département qui ne sont toujours pas en mesure de remplir les prérogatives qui sont les nôtres en matière de social. Je prends l'exemple du STT 6 qui regroupe Nanterre et Rueil. Si la nouvelle chef de territoire a impulsé une nouvelle dynamique indéniablement positive qui permet à ces services de répondre aux sollicitations les plus urgentes, ce qui n'était pas le cas il y a peu, mais les effectifs manquent toujours pour revenir à un accueil inconditionnel et pour pouvoir accompagner tous ceux qui ont besoin d'aide, des personnes qui aujourd'hui, si leur situation n'est pas jugée urgente, se voient proposer un rendez-vous avec un travailleur social dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je veux donc croire que le budget primitif que vous présenterez lors de la prochaine séance publique sera moins timoré et plus à même de répondre aux préoccupations des alto-séquanais. Nous serons notamment particulièrement attentifs quant aux résultats prévisionnels. La persistance d'un excédent n'est pas compatible avec une diminution en euros constants de l'intervention du département, notamment concernant les solidarités. Évidemment, nous ne soutenons pas ces orientations budgétaires. J'en profite pour traiter le rapport d'après, qui est celui du recours à l'emprunt, dont vous dites qu'il n'a, puisque ça va avec, hein, bon, puisque vous dites... Si, non. Oui, bien sûr, ça va avec. Le budget et les emprunts, ça va avec. Vous vous réjouissez que de ne pas avoir eu recours à l'emprunt depuis 2017, non sans nous annoncer cependant une reprise du recours à l'emprunt à partir de 2025. Et pour financer quoi? L'hasardeux programme immobilier que vous nous avez exposé lors de la séance publique du 14 octobre dernier. En gros, vous n'empruntez pas quand les taux sont nuls ou quasi nuls et vous recommencez à emprunter quand ils repartent à la hausse pour financer un monopoly immobilier dont les résultats semblent bien aléatoires. J'en viens presque à regretter d'avoir crédité votre gestion de rigoureuse.